Roselyne Bachelot, 39 sociétés de rédacteurs et de personnel de différentes rédactions des médias audiovisuels, des médias écrits, dénoncent les actes de menaces et d'intimidation de l'extrême droite contre la presse. Elles expriment dans ce texte leur vive inquiétude, interpellent le gouvernement et l'ensemble des forces politiques. Et les exemples cités, ce qu'elles décrivent, ce sont des menaces de mort, des appels au viol, des insultes, du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et l'impossibilité de travailler. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord une réaction de solidarité et d'indignation. De solidarité vis-à-vis de la presse, car il est inadmissible d'être attaqué avec des menaces de mort, des insultes, des injures, qui peuvent d'ailleurs entraîner des passages à l'acte extrêmement dangereux. Et d'indignation, parce que quand on attaque la presse, c'est finalement la démocratie que l'on attaque. Donc une très grande solidarité vis-à-vis des journalistes, et cette tribune engage à l'action. Il y a deux choses. Il y a d'abord les propos haineux, injures, insultes, appels au viol, au meurtre. Je sais que ce n'est pas la réaction première des journalistes que de porter plainte, mais il faut absolument que ces gens ces criminels qui se livrent à ces actes soient poursuivis. Il faut porter plainte. Vous savez que les plaintes ne sont pas forcément suivies des faits dans ces cas-là. Oui, mais enfin, il y a la justice qui peut trancher, et au moins il faut que la crainte et la peur changent de camp. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point, c'est qu'un journaliste se voit interdire l'entrée à une réunion publique, parce que finalement, dans la tribune, il y a deux choses. Et là aussi, c'est une attaque intolérable à la liberté de la presse. Si une réunion est privée, évidemment, une réunion est privée, mais la participation, c'est pas une participation, mais d'assister à un meeting politique, c'est une réunion publique, tout le monde a le droit de rentrer, et les journalistes doivent pouvoir faire leur métier de la façon la plus complète possible, et il est absolument anormal qu'un organe de presse, quel qu'il soit, ne puisse pas assister et rendre compte d'une réunion publique politique et l'analyser de la meilleure façon. Je voudrais vous rentrer un peu dans les détails finalement qui sont des faits qui sont avancés dans ce texte. Le site d'information Street Press a révélé en début de semaine que plusieurs journalistes de Street Press et du média ont été menacés dans des messages d'un groupuscule néo-nazi leur accolant une cible sur la tête au milieu de dessins racistes censés représenter des musulmans, des juifs et des noirs. Tout ce qu'on décrit là, est-ce que c'est acceptable en France aujourd'hui? Non, ce n'est pas acceptable. Et il y a d'ailleurs des lois qui permettent de combattre cela. Et le fait d'exprimer des propos de type néo-nazi, négationniste, des injures et des appels à la violence est poursuivi par la loi. Et il faut faire confiance à la justice et aux dispositifs législatifs qui sont extrêmement performants dans ce domaine. Et franchement, il faut pas baisser les bras avant de porter plainte en se disant que la plainte ne sera pas suivie des faits. Non, ces propos-là, ils sont parfaitement qualifiés. Donc, ils sont susceptibles de poursuites judiciaires. Je continue sur les faits. Réunion publique d'Éric Zemmour, 12 novembre à Bordeaux, des journalistes de Sud-Ouest interdits d'accès. L'équipe de Zemmour qui justifie cela, assume cela par le traitement journalistique du quotidien régional d'un événement précédent. Même question, est-ce que c'est acceptable ? C'est totalement inacceptable et finalement, M. Zemmour se révèle sous son véritable jour. C'est-à-dire qu'il en appelle sans arrêt au respect des règles, des lois, de la part de l'ensemble des personnes qui habitent sur notre sol, mais lui-même s'abstrait de ces lois. Par exemple, en refusant de déférer à une comparution pour des faits qui le concernent. Donc, véritablement, c'est absolument inadmissible que parce qu'une ligne éditoriale ne plaît pas à M. Zemmour, il empêche les journalistes de faire leur métier. Heureusement qu'il ne sera pas appelé à d'éminentes fonctions, car on peut se demander ce qu'il adviendrait alors de la liberté de la presse. Dernier exemple, à Mediapart, qui est cité dans la tribune, une journaliste couvrant l'extrême droite fait face depuis plusieurs semaines à une vague d'appels au meurtre et au viol depuis la publication d'une enquête sur des youtubeurs d'extrême droite avec des messages directs extrêmement fréquents sur YouTube. Là encore, est-ce que c'est acceptable ? C'est totalement inacceptable, c'est révoltant. Là aussi, il convient de porter plainte. Je dois dire que sur les réseaux sociaux,
est apparu, et visant particulièrement des femmes, parce qu'il s'agit d'une journaliste femme en l'occurrence, des propos de haine et d'appel au viol qui sont absolument intolérables et qu'il faut combattre. Là, toutes les bornes sont dépassées. Dans cette affaire, des signalements sont faits aux plateformes, notamment YouTube, pour ne pas la nommer. Ces signalements sont aléatoires dans leurs résultats. Parfois, on a des demandes de dépublication et parfois pas. Comment agir là-dessus? Est-ce que vous êtes consciente de ce problème? Oui, il faut aller plus loin dans la régulation des plateformes. C'est ce à quoi je m'attache et ce à quoi nous nous attachons. Parce que pour l'instant, on est sous un système de responsabilité allégée sur les plateformes et on voit bien que cela n'est pas suffisant. Est-ce que sur cette affaire-là, vous leur demandez de prendre leurs responsabilités, en l'occurrence... Je ne vais pas leur demander, nous sommes en train de déployer des moyens législatifs et réglementaires pour faire en sorte que ces choses soient respectées et que les outils de la régulation soient mis en place. Mais dans le cadre de cette campagne, pour que la campagne soit sereine. Vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mon argumentation, sinon, si vous m'interrompez sans arrêt, je ne vais pas y arriver. Hein. Resituons ce qui se passe actuellement. Il y a un système, j'allais dire, d'autorégulation sur les plateformes. On voit bien qu'on est au bout du bout et que tout cela ne marche pas. Il y a donc un double processus qui est engagé. D'abord, ce qu'on appelle le Digital Services Act, qui est la législation de régulation européenne. Mais ça ne va pas assez vite, parce qu'on connaît les principes, la façon de légiférer sur le plan européen. Donc nous avons voulu que dans la loi sur les principes de la République, avec mon collègue Cédric O, il y ait des phénomènes de régulation plus puissants qui soient mis en œuvre. La loi a été publiée le 24 août et nous sommes en train de préparer les décrets d'application qui vont paraître à la mi-janvier, qui vont exiger des systèmes de contrôle renforcés, des phénomènes de régulation plus puissants pour toutes les plateformes qui ont plus de 10 millions d'utilisateurs sur le sol français, ce qui est le cas de YouTube, ce qui est le cas aussi de Twitter, et donc des phénomènes de régulation renforcés dont ils devront rendre compte. Et puis, pour les plateformes de plus de 15 millions d'utilisateurs, des systèmes de régulation encore plus renforcés, parce que nous avons estimé que nous ne pouvions pas attendre la mise en œuvre du DSA, du Digital Services Act. Donc, véritablement, nous sommes à la manœuvre pour renforcer les processus de régulation, en sachant aussi, c'est pas pour ça qu'on abandonne la question européenne, parce que effectivement, si on a un site qui diffuse à partir d'autres pays, c'est bien ça la difficulté que nous rencontrons. Est-ce que dans ce cadre-là, vous dites par exemple à ces plateformes où agissent un certain nombre de youtubeurs de l'ultra-droite, aujourd'hui vous dites à des plateformes comme YouTube, il faut dépublier ces gens-là? Oui, il faut en arriver à dépublier, mais il faut aussi porter plainte, parce que ces gens-là sont identifiables. Et il faut absolument que, à chaque fois que ces appels au meurtre, ces propos négationnistes sont tenus, on puisse aller jusque-là. Pourquoi a-t-il fallu attendre ce texte pour vous réagissez aujourd'hui devant nous, et on vous en remercie, pour que le gouvernement réagisse? On sait que tous les jours, des ministres réagissent sur tout type de sujet, parfois ce qu'on pourrait considérer comme les plus futiles. Je n'ai pas attendu très longtemps, je n'ai même pas attendu votre demande. Notre tribune est parue il y a 2 jours. Ah, voilà. Réagis ce matin sur... J'ai réagi quasiment immédiatement, un jour après. Est-ce que d'autres ministres du gouvernement sont préoccupés, d'après ce que vous savez, notamment le ministre par exemple de la Justice, chargé de la Justice, le ministre de l'Intérieur chargé de l'ordre public, partagent-ils, on ne les a pas entendus, partagent-ils vos inquiétudes? Écoutez, je crois que sur ces sujets, la loi sur les principes de la République est suffisamment explicite pour savoir que nous sommes totalement mobilisés sur ces sujets. Mais on ne les a pas entendus là-dessus. On les a entendus au moment de la déclaration, au moment du débat sur la loi, on les a entendus très fortement. On m'a entendu au moment de toutes les discussions sur les textes
en particulier sur la création de l'ARCOM, qui va être bientôt l'instance de régulation, avec des mécanismes de régulation renforcés. Mais sur cette question de la presse... J'attends une journée pour réagir à une tribune. Mais monsieur, c'est sur nos actes qu'il faut nous juger. Non, mais je ne parle pas de vous. On aurait pu attendre une réaction, plus de réactions de la part du monde politique, mais aussi du gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex est directement interpellé dans cette tribune. Voilà, écoutez, je parle dans mon rôle de ministre de la Culture, en charge de la communication, et véritablement, c'est des sujets, et je le répète, nous ne réagissons pas seulement à une tribune, nous avions réagi bien avant par un certain nombre de textes, à la fois sur le plan européen, parce que c'est la France qui est en tête de tout ce mécanisme de législation européenne, parce que nous savons à quel point c'est important, et sans attendre la mise en œuvre de législations européennes qui sont toujours compliquées à mettre en œuvre, d'ores et déjà, lors de la discussion, le 24 août, c'est-à-dire plusieurs mois avant cette tribune, nous sommes intervenus en renforçant les mécanismes de régulation. Donc sur ces sujets, nous sommes complètement mobilisés avec l'ensemble du gouvernement. C'est d'ailleurs un travail que je mène avec Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique. Ce sont des sujets compliqués, mais ce sont des sujets où nous n'avons d'ailleurs pas que des alliés sur le plan européen, parce que vous connaissez les législations de type anglo-saxon, c'est-à-dire au motif de la liberté d'expression, on peut proférer n'importe quelles injures et n'importe quelles attaques. Vous connaissez cette philosophie de type anglo-saxon. Nous ne partageons pas ces valeurs, c'est pourquoi que nous sommes extrêmement allants sur le plan international et européen. Mais c'est un sujet qui nous interpelle tous, que cette régulation des plateformes. Est-ce qu'il ne faut pas, en termes de réaction peut-être politique, vu le climat de la campagne et vu que les journalistes vont produire l'information dans le cadre de cette campagne, est-ce qu'il faut, au-delà des déclarations, pas plus d'actes plus rapides de la part de différents acteurs concernés par les questions soulevées dans cette tribune? Alors, qu'un certain nombre de responsables politiques prennent conscience qu'on n'attaque pas impunément, y compris un adversaire. Ça, je crois que c'est important pour la démocratie. Et qu'il y ait une sorte de solidarité. Moi, j'ai toujours agi de cette façon, en particulier contre les attaques sexistes. Peu m'importait que ce soit une femme qui ne participe pas, qui ne relève pas de mon camp politique, je les ai toujours défendues. Parce que j'estime que c'était une question de liberté, de dignité. Et de la même façon, on n'a pas à se réjouir de voir un adversaire politique attaqué de façon aussi odieuse. C'est pour ça qu'il faut exprimer une solidarité importante et bien expliquer qu'on ne joue pas avec ces choses et qu'on doit être extrêmement vigilant. Le respect de la liberté de la presse est absolument fondamental. Et l'exacerbation des passions dans une campagne politique ne justifie en aucun cas ces attaques. Toute dernière question. Là, on est déjà dans la campagne présidentielle. Comment qualifiez-vous, quel est le climat aujourd'hui, sans parler de considérations plus proprement politiques, mais en tant que ministre de la Culture, comment vous voyez, responsable de la communication, en charge de la communication, comment voyez-vous le climat politique et médiatique de cette campagne où l'extrême droite donne le là? Je crois que le sujet dépasse de loin la campagne électorale. Parce que d'une certaine façon, si on avait l'impression que ce mouvement-là pouvait s'éteindre après la campagne électorale, on pourrait peut-être se dire qu'on reviendrait à meilleure fortune. Mais on voit bien qu'avec l'anonymat des réseaux sociaux, avec une sorte de levée d'inhibition, avec des sites complotistes, on l'a vu aux États-Unis, avec le mouvement QAnon, avec les mouvements au moment de l'assaut sur le Capitole. On a vu vos confrères attaquer, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, des journalistes molestés, des journalistes obligés de cacher la rédaction dont ils relevaient sur leur micro pour ne pas se faire attaquer, des journalistes, femmes et hommes, bousculés dans leur exercice. On a le sentiment d'une levée d'inhibition absolument terrible.
Et je dois dire que, bien sûr, cela m'inquiète. C'est la raison pour laquelle je veux absolument qu'on puisse être aux côtés des journalistes ainsi attaqués, que cette sensibilisation sur la nécessité de porter plainte, je répète, ce n'est pas dans l'ADN des journalistes de procéder de cette façon, mais il faut vraiment changer de braquet. Et puis, il faut mettre en place des phénomènes, des structures de régulation et des procédures de régulation. Mais c'est un chantier tout à fait immense et qui doit mobiliser non seulement l'État, le gouvernement, la profession et tous ceux qui, autour de la profession, sont attachés, la profession de journaliste, sont attachés à la démocratie.